Comme toujours, un plaisir de vous écouter. Je demande aux deux orateurs précédents de nous rejoindre à la tribune, Jean-Luc Gillet et Jacqueline Connard. Et on va avoir une petite discussion sur toutes ces questions passionnantes et d'autant plus passionnantes que vous êtes là pour écouter tout ça. Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut commencer? Nous avons une question au fond. Est-ce qu'on a des micros dans la salle ou... Là, nous avons une question au fond. Si vous levez bien vos bras, que je vois qui veut poser des questions, et on essaiera de faire dans l'ordre. 1, 2. Bon, pour l'instant. Bonjour. Pour Madame Connard, au sujet de votre communication, vous parlez donc d'une augmentation du risque de maladie thromboembolique dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Vous avez un ordre d'idée de pourcentage, enfin de proportion? Alors, à vrai dire, le pourcentage est très difficile à définir pour plusieurs raisons. C'est que les protocoles de fécondation in vitro, par exemple, ont beaucoup changé au cours du temps parce qu'on s'est rendu compte que le risque était surtout lié aux hyperstimulations ovariennes sévères, donc avec l'acide, avec tous les troubles importants électrolytiques, et que dans un premier temps, donc les obstétriciens ont essayé d'éviter l'hyperstimulation ovarienne très sévère. Mais c'est un risque très faible qui est mal évalué, mais qui est plus important. On sait par exemple quand il y a beaucoup d'ovocytes, quand il y a des grossesses multiples, et le risque de thrombose, ce sont des thromboses liées aux vaisseaux de la tête et du cou en particulier. Donc, par exemple, du côté veineux, des thromboses de la veine jugulaire, ce qui est très rare dans la population générale. Et le risque est lié à l'hyperestrogénémie, qui est très rapide au moment de l'hyperstimulation, mais elle persiste quand la femme devient enceinte. Donc, ça pose le problème de la durée des préventions. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais c'est rare, ça existe, ça peut être très sévère, ça peut être veineux le plus souvent, donc tête et cou, ou artériel, et là aussi, c'est plutôt accident ischémique cérébral. Donc, avec un risque accru plutôt en début de grossesse, dans ce cas-là? Oui, absolument. Souvent, ce n'est pas au moment même de l'hyperstimulation, c'est dès que la femme devient enceinte, sans doute parce qu'il y a les anomalies de la grossesse qui s'ajoutent aux anomalies de l'hyperstimulation. Je peux me permettre de poser une deuxième question? Non, soyez gentil, il n'y a pas beaucoup de questions, donc un peu tout le monde. Merci. C'est une question, je crois, au deuxième rang. Vous pourrez venir me demander à la pause. Merci. Une question pour Madame Connard également. On a bien compris que dans la grossesse et pour la maladie thromboembolique veineuse, il vaut mieux utiliser les héparines et en particulier les HBPM. Alors moi, je suis confronté à un problème d'ordre pratique, c'est le coût, puisque malheureusement, nous ne raisonnons pas toujours en termes de bénéfice-risque, mais de coût. Et HBPM, pendant toute la grossesse et dans le postpartum, c'est simplement utiliser un traitement qui, en une semaine, dépasse le SMIC au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'en pratique, nous ne ferons jamais. Alors, jusqu'où c'est raisonnable d'utiliser les AVK, en dehors, bien entendu, des périodes bien ciblées, du terme et du début de grossesse. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut l'appliquer? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit risque. Il faut quand même, il est reconnu qu'il vaut mieux pas les utiliser pendant le premier trimestre, éventuellement les utiliser pendant le deuxième trimestre et revenir à l'héparine non fractionnée ou à une HVPM pendant le troisième trimestre. Et finalement, donc, les AVK, maintenant, sont surtout utilisés chez les femmes porteuses de valves cardiaque mécanique, surtout en position mitrale et les anciennes valves. Et même, il y a des gens qui recommandent les AVK toute la grossesse chez ces femmes-là, même au premier trimestre, à condition que la dose de warfarine soit inférieure à 5 mg par jour. Comment? Est-ce qu'on peut le faire dans la thrombose veineuse? Pour les prothèses mécaniques, je crois qu'il n'y a pas de problème. Voilà, mais est-ce que c'est raisonnable? C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y ait pas de problème, il faut avertir les femmes. Là aussi, il faut discuter
Parce qu'il y a un risque d'embryopathie quand même, qui est rare, mais qui peut exister. Mais chez les autres qui n'ont pas de valve mécanique, dans la mesure du possible, on évite pendant le premier et troisième trimestre. Mais vous pouvez utiliser aussi l'héparine, la canciparine, si c'est moins cher dans votre pays. Nous n'en avons plus. Ah. Moi, je voudrais rebondir sur le problème de la prévention en médecine. Comme vous l'avez dit, si bien la bataille n'est pas gagnée, je crois qu'elle est déjà pas gagnée par le fait que jamais un chirurgien n'accepterait d'utiliser ou un anesthésiste des médicaments qui ne réduisent le risque relatif que de 47 à 63%. Puisqu'actuellement, on a plutôt des produits à une réduction de risque relatif de plus de 80-85%. Quand on analyse les sous-groupes, et vous qui êtes dans beaucoup de boards, je pense qu'il serait peut-être temps de convaincre les industriels de proposer des bourses de recherche pour que des gens indépendants puissent travailler sur la base de données, avec la confidentialité que ça implique, pour justement chercher des facteurs prédictifs de la réponse ou de la non-réponse. Et par exemple, quand on regarde la série Medenox que vous avez coordonnée, on s'aperçoit que plus on est âgé, donc insuffisant rénal, et plus on est protégé de la maladie thromboembolique veineuse par le traitement. Si bien que les néphrologues, dont je fais partie, sont de plus en plus en train d'écrire des papiers disant que finalement, il ne faut pas vraiment aller vers l'HNF chez l'insuffisant rénal, mais aller vers des produits que j'accumule chez l'insuffisant rénal qui a très haut risque de thrombose, que ce soit artériel ou veineux. Et donc, je pense qu'il serait temps, maintenant que la méta-analyse est sortie sur les 3 grands essais, de revoir complètement les populations, les sous-populations, chez qui ça a marché, chez qui ça n'a pas marché, et de commencer à le dire clairement pour vraiment évaluer les gens qui sont protégés ou pas. Non, merci de cette question. C'est une suggestion. Hier après-midi, nous avons travaillé toute l'après-midi sur une nouvelle méthode, justement, qui répond à cette question, non plus en se basant sur un seul facteur de risque, mais par une nouvelle méthode statistique qui permet de prendre en charge des associations de risques. Et par l'exemple le plus typique, parce qu'il a été montré, c'est facteur 5 Leiden, obésité, les deux sont un facteur de risque. Qu'est-ce qu'il en est quand on a les deux ensemble? Or, jusqu'à présent, on a des estimations pour des facteurs de risque isolés. Et maintenant, nous travaillons sur des couples ou des triplés, des quatuors de facteurs de risque. Et c'est ce qu'on est en train de faire, même dans l'étude Exclem. Donc votre remarque est très pertinente. Et d'autre part, question bourse indépendante, l'IV donne des bourses de recherche justement dans le cadre de l'amélioration de la maladie thromboembolique. Et chaque année, il y aura une bourse LIV. On voit bien qu'il existe, comme pour l'anti-platelet trialis collaboration ou pour l'anti-hypertensive trialis collaboration, la possibilité non seulement d'utiliser les essais pour des méta-analyses, mais surtout les bases de données individuelles pour que justement on puisse sortir des sentiers battus et ne plus voir l'insuffisance rénale comme un frein, mais potentiellement comme une aide à l'accumulation des produits chez certains malades. Voilà. Et donc se poser des questions sur la pharmacocinétique de population et sur l'adaptation des doses. Tout à fait. Message entendu. François Léon. Toujours dans la maladie, dans la prévention chez la femme enceinte, quelle est la place finalement de la compression élastique? Est-ce qu'on l'utilise systématique? Est-ce qu'on la met pas? Comment vous la voyez à côté des autres? C'est-à-dire qu'elle est conseillée en général, mais il faut parler avec la patiente, effectivement. Parce que si une compression élastique trop forte est conseillée, elle ne la mettra pas. Donc, je crois que c'est à vous de juger en fonction de l'état veineux, des séquelles éventuelles, du port de la contention et du moment de début du port de la contention. Mais chez celles qui ont des séquelles importantes, je crois que c'est important qu'elles l'aient toute la grossesse. Et il n'y avait rien du tout là-dessus dans l'ACCP 2004. Alors que dans l'ACCP 2008, pour la grossesse, ils commencent à en parler. Parce qu'il n'y a pas d'études. Mais il n'y a pas tellement d'études, à ma connaissance. J'ai une question. C'est comme toujours, il y a des choses qui sont vraisemblables, mais on ne peut pas dire si elles sont vraies s'il n'y a pas eu d'études. C'est vraisemblable que la contention élastique, la compression élastique, c'est utile quand même et que ça fait son effet.
Mais tant qu'il n'y a pas d'études, c'est vraisemblable, on ne peut pas dire c'est vrai. Il y a des choses qui sont vraies et qui ne sont pas vraisemblables. Quand on fait l'étude, on partait d'une idée, on s'aperçoit que ce qui paraissait vrai, en réalité, c'est pas vraisemblable. J'ai une question pour Jean-Luc Gillet, qui va un peu combiner les deux. Les thromboses veineuses superficielles chez les femmes enceintes. Voilà, oui, moi j'ai des questions aussi. Oui, c'est sûr. Oui, sur quel point de vue? Sur l'utilisation des HBPM? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y en avait dans les séries statistiques que tu nous as présentées au point de vue épidémiologique? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes dans ces collectifs? Est-ce que tu le sais ou est-ce que ça n'a pas été dit? Est-ce que ça a été identifié comme un facteur de risque particulier? Et au point de vue traitement, est-ce qu'on peut faire une synthèse de ce que tu nous as présenté comme recommandation thérapeutique et ce que nous a présenté Jacqueline? Parce que c'est quand même relativement fréquent, les thromboses veineuses superficielles chez les femmes enceintes, on en voit quand même beaucoup. C'est souvent très violent comme symptomatologie, assez alarmant, et moi, j'ai pas l'impression que ça soit moins préoccupant qu'une thrombose veineuse profonde. Enfin, pour moi, c'est souvent du même niveau de force clinique. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors, au niveau de l'identification des facteurs de risque, le problème, c'est que les deux grandes études post-OptiMev n'ont pas encore été publiées, donc on ne sait pas exactement on n'a pas les données pour vraiment les analyser. Ensuite, au niveau du traitement, oui, je crois qu'il faut les considérer comme un facteur de risque et les traiter par les HBPM, je crois qu'indiscutablement. Après, alors, ça dépend aussi de leur localisation. Si c'est une à quelle dose À quelle dose Préventive ou curative? Entre les deux. Oui, je crois que sur les doses intermédiaires, un peu comme c'est recommandé au niveau de la CCP, je crois que là, on peut être dans les recommandations un peu fortes de la CCP. Ouais. Mais après, ça dépend aussi de leur localisation, quoi. C'est sûr qu'on peut avoir des fois des petites thromboses limitées sur un paquet variqueux. Alors, dans notre pratique quotidienne à l'Hôtel-Dieu, c'est vrai qu'on est très biaisé, parce que les femmes enceintes qu'on suit ont souvent des antécédents, souvent des thrombophilies. C'est pas Madame Tout-le-Monde qui est enceinte, qui a une thrombose superficielle. Mais nous, dans celle qu'on suit, je crois qu'on est de plus en plus prudent parce que les thromboses superficielles s'étendent souvent au niveau profond si on ne les traite pas suffisamment. Donc maintenant, on a tendance à les traiter de plus en plus, les thromboses superficielles de la femme enceinte qui a en plus d'autres facteurs de risque, une thrombophilie ou des choses. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'on entend souvent le discours inverse, de dire que bon, c'est trop bénin, que ça ne nécessite pas d'être traité. Donc ça me fait plaisir que vous confirmiez un petit peu ce qu'on est, le message qu'on a essayé un petit peu de développer. On a des mauvaises surprises, on n'a pas assez traité, elles s'étendent. Absolument. Non, mais c'est tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, si on analyse les données brutes et qu'on voit 25% de thrombose veineuse profonde chez des patients présentant une thrombose veineuse superficielle, on peut considérer que c'est un facteur de risque majeur. En considérant simplement ça comme un facteur de risque, parce que vu de façon brute, c'est un facteur de risque, et un quart de risque, c'est quand même énorme. Donc là, je crois qu'on n'a pas le moyen de faire autrement. Donc je crois qu'effectivement, la conclusion, c'est 40 mg 2 fois. Là où on ne sait pas bien aussi, Ms. Connard, vous pouvez répondre, vous, est-ce qu'on est sûr que dans les thrombophilies, la fréquence des thromboses veineuses superficielles est augmentée? On est bien ennuyé parce que dans beaucoup d'études, ils n'ont vu que les thromboses veineuses profondes. Donc on a des collectifs de 1000 facteurs Leiden. Ils ont vu la thrombose veineuse, mais ils n'ont pas du tout pris en considération la thrombose veineuse superficielle. Alors pour vous, dans votre étude, c'est quand même un facteur de... Et pour les thromboses superficielles, maintenant, en général, les patients ont des écho-Doppler. Alors qu'auparavant, souvent, il n'y avait pas d'écho-Doppler. On ne savait pas s'il y avait une extension. Oui, il y a eu quand même pas mal d'études au niveau thrombophilie et thrombose veineuse superficielle. Bon, là, je ne l'ai pas développé parce que, bon, il fallait choisir. Mais nous, dans notre étude, c'était surtout les facteurs 5 Leiden qui étaient ressortis. Donc, bon, après... C'est le plus fréquent. Voilà, c'est le plus fréquent. Donc, quelle est la signification des facteurs 5 des Français, donc... Voilà, exactement.
On ne sait pas si, vu les petits nombres des groupes, on ne sait pas si effectivement on aurait réussi à détecter des thrombophilies plus rares. Je trouve qu'il y a eu quand même ces dernières années, ou en tout cas ces derniers mois, un net recul sur l'indication des recherches de thrombophilie. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Alors, pouvez-vous nous dire tous les trois quelle est la tendance? C'est un peu hors sujet, mais il y a quand même en quelques mots la tendance pour l'indication du bilan de thrombophilie, recherche. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles recommandations du GEHT qui sont peut-être un peu restrictives, c'est vrai. D'autre part, à la CCP, les thrombophilies n'interviennent plus dans la durée des traitements anticoagulants de façon très précise, mais quand on lit bien dans le détail les recommandations de la CCP, les thrombophilies interviennent comme facteur de risque, et le facteur de risque, c'est 1,5. Malheureusement, on dit thrombophilie brute. Or, le risque, il y a un facteur 5 Leiden et une antithrombine est très différent. Donc, je crois qu'actuellement, on n'a pas encore de recommandations très précises. Et même dans les recommandations du GEHT, je ne crois pas que ça va être révolutionnaire par rapport même à ce qu'on a publié il y a plusieurs années dans le cadre de la PHP, la juste prescription des examens de laboratoire en hémostase et la juste prescription en cas de thrombose. C'est-à-dire que je crois qu'il faut rester, si on veut être clair, le bilan de thrombophilie, il ne faut pas qu'il soit systématique. Il faut le faire s'il y a des antécédents personnels de thrombose. Alors, selon l'âge du capitaine, on va dire avant 45 ans, avant 50 ans, enfin, jeune, plutôt jeune. Il faut le faire en particulier chez les femmes qui vont peut-être avoir une contraception et dont des membres de la famille ont eu une embolie pulmonaire ou une thrombose proximale documentée. Mais donc, il ne faut pas le faire tout venant. Et la plupart il faut faire attention, on est devenu très gourmand de recommandations. Et donc, toutes les sociétés savantes, y compris la nôtre ici, on aime bien se réunir et revoir les recommandations, les traduire en français et voir comment elles sont acceptables. Mais le risque de cela, c'est de parler de recommandations alors qu'il s'agit de suggestions, parce que leur niveau d'évidence, et c'est le cas de toute cette étude du GEHT, tout ce qu'ils vont dire, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, c'est avec un niveau d'évidence faible. Et donc, le médecin a tout à fait le droit d'être d'un avis différent. Simplement, la majorité des experts ont suggéré une attitude. Donc, il faut faire très attention de ne pas confondre ces attitudes dites professionnelles, parce qu'on n'a pas d'études suffisantes pour faire une vraie recommandation, et avec les vraies recommandations qui, elles, ont une force médico-légale quand elles sont 1A. Donc c'est très important, encore une fois, je répète sans arrêt, de ne pas citer de recommandations sans donner son niveau d'évidence. Et si son niveau d'évidence est faible, elle n'apporte pas grand-chose.